Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire que le CRF a eu le plaisir de vous concocter, un cycle de webinaires en cybersécurité. Vous étiez probablement déjà des nôtres lors de précédents webinaires, qu'ils soient consacrés à la gestion des mots de passe ou aux attaques d'ingénierie sociale, le fameux phishing entre autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avions déjà un peu évoqué lors du précédent webinaire consacré à l'ingénierie sociale. Ce sont les données sensibles que vous, personnel des administrations communales et provinciales, vous avez l'habitude de manier. Ces données sont très précieuses et c'est d'autant plus la raison pour laquelle les pirates informatiques voudraient s'en accaparer. Et donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est une donnée sensible déjà, comment la traiter, pourquoi, lesquelles faut-il prendre en compte, etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, on va faire un petit tour encore de la plateforme. On aime bien faire un petit tour documenté. C'est peut-être la première fois que vous êtes des nôtres aussi pour ces webinaires. Donc, vous avez un chat en bas à droite que vous avez toutes et tous trouvé. Je vois bonjour à Francisca, à Géraldine, à Christelle, Nathalie, Laurent, Lucas, Florence, Daliane, Sandra. Voilà, bonjour à toutes et tous. Le chat, c'est vraiment l'endroit de la papote. C'est là que, voilà, n'hésitez pas à échanger vos expériences, vos conseils, parce que vous êtes tous collègues, enfin confrères, consoeurs, peut-être collègues, vous êtes peut-être issus d'une même administration au sein de ce webinaire, donc n'hésitez pas à échanger entre vous. Vraiment, le chat, c'est la papote. À côté de ça, vous avez un onglet questions. Juste à côté, le petit point d'interrogation. On insiste pour que vous mettiez dans l'onglet questions les questions que vous voulez poser à notre formateur du jour, parce que c'est plus facile pour nous, tout simplement, de nous y retrouver, ce qui est une question pour nous, ou si c'est une question que vous posiez peut-être à quelqu'un d'autre dans le chat. Donc voilà, les questions entre vous, c'est dans le chat, et les questions pour nous, c'est dans l'onglet questions. Et puis, l'idée, si vous avez suivi nos autres webinaires, c'est de vous faire participer un petit peu à ce webinaire de manière active. Et donc, je vais vous partager à l'écran, je vous invite à prendre votre smartphone et scanner le QR code du WooClap qui se trouve ici. Je vais copier-coller le lien et vous le mettre dans le chat pour ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui voudraient faire d'une autre manière. C'est possible aussi. Après, voilà, l'idée, c'est quand même plus facile. Le smartphone, vous avez le truc sous la main et vous pouvez répondre à votre aise. Et vous voyez qu'il y a une question qui est déjà ouverte ici, qui est, on vous demande simplement d'où nous suivez-vous. On sait que le Hainaut est très bien représenté, que Namur revient souvent dans la foulée. On va voir s'il y a un petit peu d'autres personnes qui sont là. Mais voilà, ici, c'est vraiment pour faire un petit tour, vous montrer un peu comment le WooClap fonctionne. Avant d'aller plus loin, on va accueillir notre orateur du jour. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'était lui qui vous a donné la formation sur les attaques d'ingénierie sociale. Il s'agit de Laurent Linard. Bonjour Laurent. Eh bien, bonjour Adrien, et surtout bonjour tout le monde, et bienvenue à cette petite conférence. Aujourd'hui, comme Adrien l'a dit, on va travailler un peu la protection des données, savoir ce qu'est une donnée, celle qu'il faut protéger, celle qu'il ne faut pas protéger, parce que la protection, c'est une perte de temps aussi si on protège des choses qui ne doivent pas être protégées. Donc, comme d'habitude, ce webinaire va vraiment être pour vous. Donc, comme Adrien l'a dit, dès que vous aurez une question, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions. Nous vous ferons plaisir d'y répondre. Sachez qu'il n'y a pas de bête question. La seule bête question, c'est celle qui n'est pas posée. Parce que le but ici, c'est vraiment de vous aider dans votre travail au quotidien. C'est vraiment que vous ayez une carrière sans stress, que vous puissiez utiliser les techniques informatiques, que vous puissiez stocker vos données, que vous pouviez échanger, mais que vous puissiez en fait travailler tout simplement sans mettre en danger le matériel avec lequel vous travaillez, sans mettre en danger vos collègues, les bases de données, et donc, à fortiori, vous-même. Et vous verrez que tout ce qu'on verra ici aujourd'hui, eh bien, ce sera totalement transposable aussi dans votre vie de tous les jours. Car on va utiliser des moyens techniques faciles que vous pourrez facilement mettre en œuvre. Et si vous ne savez pas le faire, vous pourrez en référer à votre hiérarchie pour leur dire, écoute, on me demande de protéger les données, il y a le RGPD, il y a plein de choses, le monde évolue, mais dans la situation actuelle, il y a des risques, et moi, je ne veux pas être responsable. Si vous repérez ce genre de situation,
on le précise, et comme ça, vous l'avez précisé, vous n'êtes pas responsable en cas de problème. Je t'ai mis le lien, j'ai affiché à l'écran la slide des objectifs justement que tu viens de nous dire. N'hésitez pas, comme Laurent a dit, si vous avez des questions, moi je suis le mauvais élève, le mauvais garnement, j'interromprai le professeur pour poser vos questions, je suis votre relais. Comme tu l'as dit, l'idée c'est vraiment de répondre aux questions. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas. L'idée de ce webinaire, et ce qui a surtout modifié la gestion des données il y a quelques années maintenant, l'air de rien, ça file. 4 lettres dont on entend souvent, et c'est le fameux RGPD. Yes, le fameux RGPD. En fait, de tout temps, normalement, on aurait dû suivre un peu ces directives et on les suivait quand on avait des données sensibles qu'on ne voulait pas qu'ils soient révélées. Pourquoi ? Parce que nos concurrents pouvaient nous voler notre listing client. Parce que des personnes intentionnées pouvaient nous voler notre compta pour dire qu'elle n'était pas totalement clean. Donc les personnes qui avaient des données qui ne devaient pas être publiées, eh bien, appliquaient, sans le savoir, les règles du RGPD. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises, d'un point de vue marketing, ont su que toutes vos données, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous faites, savoir ce que vous aimez, connaître vos habitudes, savoir les sites internet que vous visitez, connaître vos emplois du temps, connaître vos envies. Et en fait, absolument le moindre de vos mouvements, regards, clics, temps passé sur une page, que ce soit sur vos smartphones, que ce soit sur n'importe quel outil informatique, eh bien, ils se sont rendus compte que dès l'instant où ils avaient tout ça, ils pouvaient vous vendre n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, sans vous demander l'autorisation, les entreprises du net ont pompé absolument tout ce qu'il y avait moyen de pomper sur vous. D'où l'idée de réglementer un peu ça quand même. Parce qu'on ne peut pas vous prendre vos données sans que vous en donniez l'autorisation. Surtout que le but n'était pas de vous aider. Le but était de profiter de vous. Du coup, le RGPD rentre en vigueur. C'est le règlement général sur la protection des données. Autrement dit, dès l'instant où vous collectez des données, enfin où un organisme collecte des données, il va y avoir une certaine réglementation pour être sûr qu'on le fasse dans le but d'aider l'utilisateur ou le citoyen et non qu'on garde des informations dans un but plutôt négatif. Et ce RGPD, on va en parler un tout petit peu au travers d'exemples très simples, au travers d'une petite vidéo qui va elle aussi être assez simple, pour que vraiment vous puissiez comprendre d'où il vient, ce à quoi il sert, parce que la réglementation en général est assez complexe et est assez indigeste. Par contre ici, on va vraiment vous l'expliquer le plus simplement du monde possible. C'est ça, donc on a une petite vidéo qui fait 2 minutes, c'est la promesse de cette vidéo d'ailleurs. Ouais. On va vous la diffuser maintenant, on se retrouve dans 2 minutes. Je vous mets le lien également dans le chat si jamais vous avez des petits soucis pour la lire, qu'elle ne s'affiche pas bien de votre côté. On se retrouve dans 2 minutes, promis, le RGPD en 2 minutes, c'est faisable et on vous le montre maintenant. 2 minutes pour comprendre le RGPD. Galère ou opportunité ? Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est surtout une nouvelle réglementation qui redonne aux résidents européens le contrôle de leurs données personnelles. Oui, nous sommes tous clients, utilisateurs, fournisseurs, salariés. Nous laissons tous derrière nous adresse, identité, photos, numéro de téléphone, opinion, données de géolocalisation, données biométriques. Ces données sont collectées et utilisées par des entreprises, des associations, des collectivités. À partir du 25 mai 2018, qu'elles soient européennes ou non, qu'elles soient petites ou grandes, ces entités devront être plus transparentes sur l'utilisation de ces données. Compliqué à mettre en œuvre ? Non. Elles devront simplement, pour chaque donnée personnelle, identifier le traitement qu'elles en font. Pour chacune des données, elles devront se demander quels sont les moyens de sécurisation, avec qui elles les partagent, comment les données seront exploitées par ces tiers. Elles devront écrire toutes les informations dans un registre des traitements de données personnelles, outil désormais indispensable. Chaque citoyen européen pourra réclamer ces informations et demander à faire effacer ces données personnelles. À partir du 25 mai 2018, les entités qui ne seront pas conformes au RGPD seront sanctionnées. Elles devront payer 10 à 20 millions ou
ou 2 à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Elles pourront faire l'objet d'actions collectives. La CNIL ne sera plus la seule à pouvoir les mener. Alors, galère ou opportunité ? Voyons plutôt le RGPD comme l'occasion de rétablir la confiance en imposant plus de transparence. L'Europe montre l'exemple, le reste du monde pourrait bien suivre. Donc voilà pour la théorie concernant le RGPD, donc dans les grandes lignes. Hein. C'est un sujet qui est quand même assez complexe aussi. On va pas rentrer dans les détails ici en 1h30. C'est évidemment pas possible, mais le but aujourd'hui, c'est que vous compreniez finalement, comme la vidéo l'explique, quels sont les enjeux qui se situent derrière ce fameux RGPD. Alors, je t'ai mis à l'écran ici, tu le disais tout à l'heure, qu'il y avait on va dire des processus, hein, des choses à faire lorsque l'on collecte des données. Et si on veut être à 100% droit dans ses bottes, on va être honnête, hein, on ne l'est jamais à 100%, c'est compliqué, parfois ça prend du temps, on peut tendre, mais voilà ce qu'il faudrait idéalement faire. Voilà. Alors ici, c'est un petit truc qui va être extrêmement facile pour être sûr que vous travaillez dans les clous. Il faut savoir que le RGPD, ça évolue. Il y a souvent de nouvelles choses. Il n'est pas toujours facile d'être absolument au courant de tout. Donc, l'idée, c'est que chaque fois que vous allez travailler avec des données personnelles, dès l'instant où vous rentrez dans un nouveau projet, par exemple, ou vous changez de bureau, ou changez de poste, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une fiche RGPD. Pourquoi ? Tout simplement, comme on l'a vu dans la vidéo, quand on va collecter des données, eh bien, on doit savoir pourquoi on va collecter ces données, à quoi elles vont être utilisées, dans le but de prouver qu'on est légitime de collecter ces données. Et ici, dans la fiche RGPD, ça va être assez sympa. C'est une simple petite fiche où on va parler un peu du projet. On va compléter des informations relatives au RGPD, ce qu'on va prendre, pourquoi, combien de temps on va les garder, et ainsi de suite. Ça, en général, c'est votre N+1 ou la personne responsable de la sécurité de l'information dans votre boîte qui va s'en occuper. Et ensuite, il est recommandé d'envoyer ça aux personnes du coup responsables et ça va déboucher sur ce qu'on appelle une analyse de la sécurité de l'information et sur un avis de conformité RGPD. Tout simplement, c'est pas votre spécialité le RGPD. Donc, on va expliquer ce qu'on veut faire dans une petite fiche assez succincte. On l'envoie à la personne responsable qui va tout simplement nous donner son aval ou nous dire « Attention, ce type de données, c'est un peu touchy, fais attention, on n'est pas tout à fait dans les règles. » Et toujours se dire, est-ce que tu as réellement besoin de collecter cette donnée-là ? On vérifie. Si c'est OK, eh bien c'est bon, vous pouvez travailler avec. Si c'est pas OK, on modifie légèrement et là, on est dans les clous. Alors, je sais que c'est une petite charge de travail en plus, mais c'est une petite charge de travail qui peut éviter d'énormes problèmes juste après. La société évolue, eh bien, malheureusement, on doit évoluer avec. On a plus de contraintes, mais c'est des contraintes qui, finalement, vous feront gagner du temps et éviter beaucoup de tracas. Alors, on parlait tout à l'heure, et tu parlais de la sécurité de l'information, peut-être reclarifier qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi il y a tout intérêt à sécuriser ces informations. Et oui, donc la sécurité, petite définition, moi j'allais très vite, c'est un ensemble de pratiques, de moyens techniques, organisationnels, humains, juridiques pour protéger l'information. Vous avez une information, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un logiciel, que ce soit sur un bout de papier, que ce soit dans votre ordinateur, dans votre smartphone, sur un savoir-faire particulier. Eh bien, tout ça doit être protégé. Ça peut être vos logiciels RH, ça peut être les logiciels de compta, ça peut être les fiches de paye, les données des employés, et ainsi de suite. Eh bien, tout ça, il faut faire attention. Et il faut absolument que ça reste confidentiel, intègre et disponible. Ça, on va le voir juste après. Ce sont principalement les 3 choses qui permettront de voir si on a bien protégé cette information. Ouais, c'est vrai que justement, on pense souvent sécurité de l'information. On se dit c'est purement informatique. On est ici dans de la cybersécurité. Ouais. Vous travaillez très certainement avec des classeurs, des fiches papier, etc. Il faudra les sécuriser également. Une simple prise de note d'une information. Alors, si c'est votre commande de sandwich du midi, ça va. On n'est pas obligé de la sécuriser, mais dès l'instant où vous allez noter rendez-vous clientèle, registre national et ainsi de suite, et 2-3 petites informations en plus, si jamais ça sort, si jamais quelqu'un de mal intentionné les prend,
ça fait partie de données sensibles qui ne peuvent pas être divulguées à n'importe qui. Et donc, tu parlais de 3 critères qui sont fondamentaux, justement, confidentialité, intégrité, disponibilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce modèle, alors qu'on appelle en cybersécurité CIA, rien à voir avec l'agence de renseignement américaine. Non, mais c'est aussi efficace Mais quand on applique bien. il faut penser à ces 3 points. Eh bien voilà, toute information, en fait, elle doit rester tout simplement confidentielle. Je parle bien des informations qu'il faut protéger. Parce qu'il y a des informations qu'on n'a pas besoin de protéger. Repensez à notre liste de sandwich. Donc, cette information qui doit rester confidentielle, elle ne peut pas être divulguée. Quand on regarde des attaques de pirates, ils prennent les bases de données et ils les publient. Tout le monde a accès à l'information. C'est une faille de confidentialité. Ensuite, elles doivent rester intègres. Intègre, ça veut dire qu'elle doit être conforme par rapport à la récolte de cette information. Imaginons que vous avez un tableau avec les noms, prénoms, les adresses, les numéros de registre national et certaines autres données par rapport à une population. Un pirate arrive, ou même un collègue arrive, il est un peu boulet, il change l'ordre des colonnes et ainsi de suite, paf, toutes les données sont mélangées. Et plus rien ne correspond. Et bien là, vous avez un accident d'intégrité. Parce que l'information, oui, elle est là, mais on ne sait plus du tout l'exploiter. Ou quelqu'un, malheureusement, efface une ligne. Ou quelqu'un change une donnée parce qu'il s'est trompé de case et qu'il voulait écrire autre part. Incident d'intégrité. Vos données, vous ne savez plus travailler avec. Et finalement, la disponibilité, on voit souvent ça. Vous arrivez un jour matin, plus d'électricité. On ne sait plus travailler, c'est plus disponible. Les ordinateurs sont bloqués parce que quelqu'un a cliqué sur un lien malveillant, il y a un virus, il y a un malware. Ah, tout est bloqué. Incident de disponibilité. L'information est là, mais elle est bloquée, on ne sait pas la voir. Et on rajoute à ce modèle 2 choses. La traçabilité et l'authenticité. C'est que tout simplement, pour chaque opération, il faut savoir par où l'information est passée, traçabilité, qui l'a eu, ce qu'on a fait. Telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Comme ça, s'il y a un problème, eh bien, on sait on sait remonter. Et du coup, on pourra réagir pour que ce problème n'arrive pas. Attention qu'il n'y a pas que des actes malveillants, il y a aussi des maladresses. Et l'authenticité, toutes les informations que vous collectez, est-ce que tout le monde a intérêt à y avoir accès? Je ne pense pas. Plus il va y avoir de personnes qui ont accès à une donnée, plus potentiellement il y a de pistes d'entrée pour corrompre cette donnée, que ce soit intentionnel ou pas du tout. Donc, une information doit être là, conforme à sa collecte, doit être bien évidemment disponible, on doit savoir qui y a accès et qui fait quoi, et bien évidemment... Non, j'ai tout dit en fait. J'ai tout dit. Je voulais remettre quelque chose en plus. Non, mais j'ai tout dit. Alors, c'est extrêmement simple. On est très théorique pour le moment, on vous rassure, ça va pas être le cas tout le temps, mais on va d'ailleurs refaire un léger point. Ce petit triangle, il va peut-être vous rappeler des choses si vous avez suivi le webinaire sur les attaques d'ingénierie sociale. C'est le triangle de la sécurité, un peu comme le triangle du feu. Il y a 3 éléments à prendre en compte pour justement que sa sécurité soit optimale. Exact. Encore juste 3 éléments. On a bien travaillé sur 3 parce qu'on le retient très facilement. 3 choses, on les dit, paf, on les a retenues. Eh bien, toute votre information, on doit y faire attention sur 3 axes. Le premier axe, c'est simplement l'axe auquel on pense toujours quand on parle de cybersécurité, sécurité d'information, c'est l'axe cyber. Donc, point de vue informatique. Si vous avez un ordinateur qui est au milieu du hall, qui n'est pas sécurisé, qui n'a pas de firewall, qui a accès à tous les fichiers de la commune, de la boîte, et ainsi de suite, on a un problème informatique parce que tout le monde peut avoir accès et tout le monde peut rentrer dedans. Donc, les ordinateurs doivent être correctement sécurisés, doivent être mis à jour et doivent être mis dans des endroits précis où tout le monde n'a pas accès. Ce qui nous envoie à la partie physique. La partie physique, si tous vos dossiers sont accessibles, si on rentre chez vous comme dans une gare, si la salle des serveurs est accessible au public, comme j'ai déjà vu dans certaines boîtes, si les dossiers sont sur les bureaux, si y a plein de passages, eh bien n'importe qui peut prendre ces dossiers, n'importe qui peut avoir accès.
aux ordinateurs. Donc là, on a un incident de sécurité lié à l'infrastructure. Et finalement, on a l'organisation. Et cette organisation, c'est quoi? Ce sont les procédures qu'on vous demande de respecter. C'est principalement le management. Et le management, il est là tout simplement parce qu'un jour, il y a eu des erreurs et qu'on a dit, il faut plus faire comme ça, sinon on va se casser la gueule, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des directives de l'IT. Hein. C'est pas uniquement pour nous ennuyer. Non, hein. On connaît tous on sait tous ce que c'est, mais c'est pas, pas juste pour nous ennuyer. Non, on sait pas toujours pourquoi, parce que les IT sont d'une autre conception que nous. Ils réfléchissent différemment, mais quand on fait une bourde, c'est eux qui doivent gérer. Et principalement, ils vont nous donner des méthodes de fonctionnement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et d'ailleurs, les pirates utilisent ça, on l'a vu dans l'ingénierie sociale, où on va vous demander d'outrepasser les règles de management parce qu'il faut vite payer un fournisseur, parce qu'on n'a pas le temps de venir signer le bon de commande, parce que c'est un ordre ultra important de la direction. Ah, on outrepasse le management, il y a une vérification en moins, une signature en moins, on paye pour faire plaisir, paf. Les procédures qui visaient justement à ne pas se faire avoir n'ont pas été respectées, on se fait avoir. Retenez, votre ordinateur doit être protégé, vos locaux tout le monde ne peut pas y avoir accès, on doit faire attention, parce que les données sont accessibles dans ces locaux, et finalement, en organisation, oui, il y a quand même des petites règles à respecter, mais elles sont là parce qu'à un moment donné, certaines personnes savent qu'en vous manipulant, on peut passer et réussir à vous avoir. Alors, on va revenir au titre de ce webinaire, hein, gestion des données sensibles, et tu l'as dit tout à l'heure en introduction, Laurent, que finalement, on va déjà définir ce qu'est une donnée sensible, parce que ça ne sert à rien de passer son temps à protéger, surprotéger des données qui ne seraient pas sensibles, donc voilà. On se fiche un petit peu. Donc, on va déjà faire ici poser les bases, et après, on fera un petit jeu pour que vous voyez bien quelles sont les différentes données, si elles sont sensibles, juste personnelles ou pas. Alors ici, on a un peu adapté la terminologie pour que vous compreniez plus facilement. Il va y avoir deux types de données. Ce qu'on appelle les DACP, les données à caractère personnel. Ça, c'est toutes données qui permettent d'identifier une personne. Donc, j'ai des données. Et quand je vais les regarder, je fais « Ah, c'est Adrien de chez Technofuturtique. Encore lui. » Eh bien, félicitations, je l'ai confronté à des données à caractère personnel. Que ce soit une ou que ce soit plusieurs regroupements de ces données. Je sais que c'est lui, j'ai des informations sur lui, je pourrais tout à fait m'en servir pour réaliser quelque chose. Et finalement, nous avons aussi les données à caractère personnel sensible. Et ça, ce sont des données qui permettent d'identifier une personne, mais qui vont identifier des choses beaucoup plus personnelles et qui pourraient être, par exemple, beaucoup plus préjudiciables. Ça pourrait être, par exemple, l'appartenance raciale ou ethnique. Ça pourrait être des opinions politiques. Ça pourrait être certaines convictions religieuses, philosophiques. Pire, l'appartenance syndicale. Des traitements de données génétiques. Ça s'appelle les données biométriques qui permettent de nous loguer absolument sur tout à l'heure actuelle. Ça peut être toutes ces informations sur sa santé, son orientation sexuelle. On sait qu'à l'heure actuelle, on fait beaucoup de bruit sur tout ça, et c'est normal, parce que quand certaines de ces données fuitent, eh bien, on peut être victime de jugement par rapport à d'autres personnes. L'idée de protéger ces données, c'est qu'on ait un peu tous la même chance, et surtout, mais qu'on ne puisse pas s'en servir pour montrer qu'on nous connaît et qu'on puisse du coup nous arnaquer ou venir réaliser quelque chose de malveillant dans notre carrière de tous les jours. Alors, on va faire un petit exercice, justement. Je vous invite à scanner le QR code si vous ne l'avez plus. Donc, je fais le petit résultat du sondage de tout à l'heure. Le Hainaut est en force. 3/4 de notre audience vient du Hainaut. Suivent Namur, Liège et le Luxembourg. J'active maintenant donc une nouvelle question. À votre avis, donc la question ici qu'on a, c'est est-ce une DACP ou une DACPS, donc données à caractère personnel ou données à caractère personnel sensible, ou pas,
Donc, votre numéro de registre national, par exemple, est-ce qu'on est sur une donnée qui est à caractère personnel ou une donnée à caractère personnel sensible ou pas? C'est une des 3 propositions de réponse que nous vous laissons. Donc, on va vous laisser voter un petit peu le temps que ça arrive. On voit que ça se bagarre entre données à caractère personnel et données à caractère personnel sensible. Des numéros de registre national, vous devez en avoir pléthore, hein, justement, dans les administrations communales, provinciales. Il y a des chances qu'il y en ait tous un aussi. Et on en a tous un, effectivement, c'est mieux. Mais donc, effectivement, je pense qu'on a 48 votes pour l'instant, et ça s'est orienté quand même à 71% sur la donnée à caractère personnel sensible. Oui, ça nous identifie en tant qu'être unique. Ça, alors, j'imagine. effectivement, c'est une donnée à caractère personnel, déjà, mais est-ce qu'elle est sensible ou pas? Donc, félicitations, les 28% ont quand même raison, en partie. L'idée, c'est quand on va travailler avec une donnée, c'est pour ça que je vous explique tout, c'est pas le fait de savoir automatiquement, oui, c'est une DACPS, on s'en fout un petit peu, c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire avec cette donnée. Le numéro de registre national, c'est un numéro unique. C'est un numéro que l'on a à notre naissance. C'est un numéro qui permet de nous identifier. C'est un numéro qui nous représente. Avec ce numéro, on peut faire plein de choses. Je donne un exemple. Un jour, je pars en vitesse de la maison, je pars en voiture, je me fais arrêter. Pas que je faisais quelque chose que je ne commettais pas un larcin, mais tout simplement contrôle de routine. Et là, bien évidemment, bardaf, pas de papier. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais j'ai pas les papiers. Mais si vous voulez, je connais mon numéro de registre. Je donne mon numéro de registre. Ils font, ah ok, c'est bien, bon, ça va. Si une personne me ressemblant connaissait mon numéro de registre, ça serait passé aussi. Hein. On peut vraiment... oui. L'usurpation d'identité peut passer par là déjà. Oui, non, il y a plein de gens qui se ressemblent et il y a très facilement moyen de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il suffit de voir, regardez vous-même les photos sur vos cartes d'identité, les photos sur votre permis de conduire. Moi, j'avais 18 ans sur mon permis de conduire. Là, j'ai légèrement plus. Tu dois le changer normalement. Hein. Si la photo ne ressemble plus, tu dois le changer. C'est pas très clair dans la loi et je l'aime bien. Ça me fait toujours rire quand je le vois. Je me rappelle quand j'étais mince. Non mais voilà, donc le numéro de registre national, vous l'avez compris, c'est donné à caractère personnel sensible. On a une nouvelle question, le numéro par exemple de compte bancaire d'une organisation. Même principe, personnel sensible ou non, on ne s'en inquiète pas. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que l'on doit faire pour le numéro de compte bancaire d'une organisation. On va vous laisser voter. Là, il y a déjà plus de disparité dans les réponses. Ouais. Tout à l'heure, le nom n'est pas revenu. On se doutait bien que le numéro de registre national, c'était quelque chose de plus touchy. Ici, c'est un peu plus épars, c'est un peu plus équilibré. Même si pour l'instant, c'est données caractère personnel et sensible se toisent un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, c'est toujours le moment de nous le dire, de nous les faire remonter. Et évidemment, on est là pour cela. Donc là, les votes se sont un peu figés. On a donné à caractère personnel en première position, donné à caractère personnel sensible, et enfin, non pour 16%. Il ne faut pas s'en soucier. Et Karine nous donne un indice dans le chat. Elle nous dit, les entreprises, elles affichent leur numéro de compte. Donc Laurent, qu'est-ce qu'on doit y voir là-dedans? J'ai répondu par un petit cœur. Donc, effectivement, là, on est sur ce qu'on appelle une donnée publique. C'est que les numéros de compte sont accessibles absolument n'importe où. On est sur une organisation. Donc, non, on n'est pas sur quelque chose à protéger. Ça fait partie de quelque chose. C'est lié aux banques. Attention, banque, sécurité, argent, on fait attention. Mais avec le numéro de banque d'une entreprise, on ne sait rien faire. Quoi. On peut lui virer de l'argent. On peut vous virer de l'argent, c'est ça. Voilà, on peut virer de l'argent. Ouais. Pas de souci à ce niveau-là. Donc non, oui, c'est vrai, si vous allez dans que ce soit n'importe quelle entreprise ou parfois publique, c'est même repris dans les données de contact, mais en général, c'est sur toutes les factures qu'on peut trouver, c'est envoyé à même tout sur le monde, site internet. Sur le site internet. Bien souvent, quand on regarde sur les stats des entreprises et ainsi de suite, sur plein de sites en ligne, on les trouve. Voilà. Pas besoin de s'en soucier. Un numéro de TVA, justement, donc vous le voyez, BE 05, enfin voilà.
Je ne sais pas si c'est un faux ou un vrai, mais on vous fait l'exercice. Est-ce que c'est une donnée à caractère personnel, personnel sensible ou non? On ne s'en occupe pas. Et là, pour l'instant, le non nous est monté d'un coup à 100%. Il vient de redescendre un petit peu. Et voilà, peut-être que justement les explications qu'on vient de donner concernant le numéro de compte font écho à cette question, hein, justement, parce que je vois que la grosse majorité nous dit non, effectivement. Je pense qu'une simple recherche sur le site Oui, de c'est la ça. Banque Carrefour C'est ça. d'entreprise nous Ça permettra prend- de le trouver. Ça prend 3 secondes. D'ailleurs, je ne connais jamais mes numéros et je fais à chaque fois les rechercher sur Internet et pas Donc, sur mon site, sur un site public. Donc voilà, donc absolument pas de souci à ce niveau-là. Et alors, ben, si vous avez été attentif à tout ce qu'on a dit en dernier, nous avons l'information syndicale d'un employé. Et c'est une donnée à caractère personnel, personnel sensible ou non, ça ne l'est pas. Donc dites-nous un petit peu. Il y a une nuance, hein, Laurent l'expliquera tout à l'heure, mais voilà. Prenons la majeure partie des cas. Sarah nous dit le RGPD vise la protection des DACP des personnes. Bah oui, hein, c'est le but du jeu. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et heureusement qu'il est là. Alors, ça se bagarre hein, quand même, mais données à caractère personnel sensible à 54%, donc plus de la moitié. On nous dit données à caractère personnel à 39% et 5% nous ont dit non, on ne s'en soucie pas. Je pense ici encore que la majorité l'emporte, Laurent. Oui, donc effectivement, l'appartenance syndicale, on l'avait vu d'ailleurs dans le petit slide de présentation, ça fait partie des données sensibles parce que c'est partager un peu les convictions d'une personne. Et certains patrons ou certains peut-être délégués syndicaux, certaines boîtes à une tendance d'une orientation pourraient peut-être justement préférer soit éviter d'avoir un syndicaliste de plus, soit ne prendre que des personnes de ce même syndicat. Donc oui, ça peut être gênant de connaître justement. Par contre, il y a une petite nuance. Ouais. Il y a une petite nuance, c'est concernant les délégués syndicaux. Parce que les délégués syndicaux, eux, ils doivent pouvoir être contactés. Donc, dès l'instant où on fait une recherche sur les noms, prénoms de personnes qui sont délégués syndicaux, eh bien là, c'est une donnée publique parce qu'ils sont là pour aider les syndiqués. On vous a remis dans les slides, vous voyez, hein, le petit jeu des DACP. On en avait pioché quelques-uns. Donc, registre national, vous l'avez bien vu, c'était sensible, mais que les informations syndicales d'un employé, on vient de le dire. Mais voilà, vous pouvez faire le petit jeu chez vous avec les collègues pour savoir identifier ce qui est un piège, enfin, ce qu'il faut protéger ou pas. On va se rendre à nouveau sur WooClap avec une petite question ouverte cette fois-ci. On vous demande, selon vous, que veut-on dire par traitement de données? Alors, réfléchissez bien. On parle de données sensibles, hein, donc par extension, qu'est-ce que c'est le traitement de données sensibles? Dites-le nous sur le WooClap. Donc, petite question ouverte. Si vous avez des soucis avec le WooClap, vous pouvez le mettre dans le chat, mais essayez de privilégier le WooClap. C'est totalement anonyme, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le RGPD travaille là-dessus aussi. Oui. Donc voilà, dites-le nous. Je vois que les réponses commencent à arriver. Voilà, il y a un point d'interrogation, hein, on dit je ne sais pas. Je vais mettre les résultats comme ça. Et on va voir, souvent, c'est toujours intéressant de faire cet exercice parce que toutes les réponses compilées nous apportent la réponse totale, hein. Il y a plusieurs éléments. On nous parle de protection des données, de gestion des informations personnelles. On nous parle de son utilisation, de la manipulation de données, recevoir, transférer, donc classification pour utilisation. L'utilisation revient plusieurs fois. Toute action qu'on effectuera avec une donnée, ce qu'on en fait finalement, les moyens mis en place pour protéger les données, l'accès aux données, transfert des données, l'impression, on nous dit qu'on ne sait pas aussi, envoyer des données privées. Il y a la collecte, c'est le meilleur mot, ce que l'on en fait, envoyer des données privées, la gestion, réponse ici, utilisation, consultation et exploitation de données confiées à un organisme. Donc on est beaucoup dans l'analyse et l'utilisation dans vos réponses. Traiter des données quand on fait un dossier ou un document, sauvegarde, protection, classification, les conserver, est-ce qu'on va en faire? Ça j'aime bien cet aspect-là de la conservation.
Donc ici, si je récapitule, ce qu'on a comme réponse, c'est beaucoup l'utilisation, la protection, la conservation, je vais remonter un petit peu, le stockage, hein, évidemment, toutes les opérations, la collecte. Donc voilà, ici, vous avez déjà finalement listé pas mal des épreuves qui constituent, et je vous montre le slide de réponse sur le traitement de données. On voit, hein, ils avaient la collection, ils avaient l'utilisation, Je le crois qu'ils ont presque tout, transfert, hein. l'entreposage. On n'a juste pas Pas la parlé liste. d'accès et de destruction, Voilà. suppression. Non, ils n'ont plus grand-chose à prendre de nous. Hein. Donc effectivement, comme on l'a dit, le traitement des données, c'est quand on fait quelque chose avec ces données. Et avant de faire quelque chose avec des données, eh bien, il faut tout simplement qu'elle existe, cette donnée. Donc, encore une fois, on va essayer d'être très logique et de suivre le cycle. Je travaille, il me faut des données, il me faut des renseignements. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les collecter. Et dans cette phase de collecte, il faut savoir que collecter une donnée, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces données soient collectées par une personne qui soit légitime. Un exemple, si c'est dans le domaine de l'éducation et si c'est pour un suivi scolaire avec des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, eh bien, ça ne peut être fait que par un psychologue spécialisé en troubles de l'apprentissage. Si une tierce personne collecte ces informations, ça ne compte pas, ça ne fonctionne pas. Si c'est par rapport à des problèmes de santé, ça ne peut être qu'un médecin assermenté. Et ainsi de suite. De plus, cette collecte d'informations, même si vous êtes légitime pour collecter cette information, il faut la collecter de manière correcte. Il faut que la question soit bien posée et il faut qu'elle soit retapée, réécrite ou rentrée dans les bases de données de manière correcte. Une faute de frappe, ça arrive très facilement. Une mécompréhension, ça arrive très facilement. Qu'une personne réponde mal à une question, ça arrive très facilement. C'est pour ça qu'une foule d'études de marché sont réalisées et ne valent strictement rien parce qu'on paye des étudiants qui n'ont strictement rien à faire et qui posent des questions à la con ou qui répondent eux-mêmes aux questionnaires. Donc, la collecte, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous pourriez avoir une foule géniale d'informations qui sont faites de la merde. Une fois qu'on a une bonne information, il faut savoir qui va pouvoir avoir accès à cette information. Rappelez-vous que plus de personnes ont accès, plus il y a de risques de problèmes liés aux informations. Et plus il y a de moyens de venir pirater cette information. Qui va utiliser cette information? Qui est légitime de l'utiliser? Qui va en avoir besoin? Et pourquoi? Rappelez-vous la fiche RGPD. L'utilisation. Ok, on va en faire quoi de cette information? On va l'utiliser pour ça, pour ça, pour ça. Là, du coup, on vérifie que oui, effectivement, on a bien le droit de collecter cette information. Et oui, effectivement, elle va nous servir dans cette utilisation. Ok, ben là, on est déjà conforme à la fiche RGPD, plus ou moins. Cette information, je l'ai collectée, je sais qui peut y avoir accès, je sais qui va l'utiliser. Où est-ce que je vais la stocker? Est-ce que c'est sur une clé USB dans la poche? Attention, les clés USB, ça se perd. Est-ce que c'est sur mon smartphone personnel? C'est personnel, c'est pas terrible. Est-ce que je vais le mettre, il est envoyé par ma boîte mail personnelle? C'est par votre boîte mail personnelle, c'est pas terrible non plus. Je vais les mettre sur les serveurs de l'entreprise, dans un fichier où tout est cadenassé. Ok, là on est bon. Si c'est par exemple des documents papier ou autres, est-ce que je vais les entreposer dans la réserve? Est-ce que je vais les mettre sous clé dans une armoire? Attention, parce que les documents papier, il y a combien d'archives qui sont totalement mortes suite à des inondations, suite à des problèmes de rats ou des problèmes d'humidité. Tout un moment, on a énormément entreposé de données sur CD. Quand on trouve un vieux CD, ça donne quoi? Tout se décolle, c'est mort. Si c'est entreposé sur des clés USB, eh ben, les clés USB, ça se perd, ça se casse. Donc attention à l'entreposage. Et finalement, d'autres collègues, d'autres services en ont besoin. Je vais devoir les transférer. Vous en avez parlé tantôt. Eh bien, dans le transfert, il va y avoir des risques que cette information soit corrompue, que cette information soit perdue, par exemple si c'est un transfert physique, ou que cette information soit interceptée durant ce transfert. On vole cette information de manière physique, ou de manière plutôt informatique. Je l'envoie à la mauvaise personne, je me trompe de destinataire, cette personne a été piratée, hop, on chope les informations. Attention, lors de l'envoi, vous avez, à mon avis, tous la suite Office 365, eh bien, vous pouvez faire des envois via votre boîte professionnelle ou via OneDrive. Ça, c'est quelque chose de très sympa. Attention pour des fichiers trop volumineux. Si vous utilisez des services autres, privés,
du public n'a théoriquement pas l'autorisation de passer par des services privés pour transférer des données publiques, sauf autorisation. Je sais que certains le font parfois pour des gros appels d'offres ou des gros cahiers de charges envoyés via WeTransfer, mais s'il y a un problème, c'est pas bon, sauf autorisation de la direction. Et finalement, une fois qu'on a fait tout ce qu'on veut avec ces données, mais qu'est-ce qu'on en fait? On les stocke, on les garde. Est-ce qu'il faut les stocker? Est-ce qu'il faut les garder? Ou est-ce qu'il faut les détruire? Pourquoi? Parce que si on les détruit, plus de problème de RGPD, on n'a pas les données, on les a utilisées, on n'en a plus besoin, on les supprime, donc on ne sait plus avoir de problèmes via ces données, on n'a plus besoin, tout simplement. Il n'y a plus aucun risque. Et il faut s'assurer de les détruire correctement. Et il faut bien évidemment s'assurer de les détruire correctement, on le verra tantôt. On le verra tout à l'heure, effectivement. Ça peut vous paraître aussi un peu théorique, hein, cette histoire de traitement de données, mais vous voyez ici qu'il y a plein d'exemples, hein, que ce soit la gestion des salaires, des inscriptions pour un événement, les ressources humaines, un registre des sous-traitants. Enfin voilà, on en a à chaque fois, dès qu'on fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on est porteur d'un projet ou quelque chose dans ce style-là, on est face à un traitement de données. Oui, et vous n'avez pas idée, en fait, vous travaillez des données, on ne fait pas franchement attention à ce qu'on a, mais quand on donne à des personnes qui sont spécialisées en analyse de données, en traitement statistique, en croisement de données à l'échelle de population, eh bien, eux, avec ça, ils savent tout de vous, et ils savent faire ce qu'ils veulent. Imaginez une personne qui vous téléphone en connaissant toutes vos données, qui se fait passer pour une administration. Eh bien, vous la croyez et vous faites ce qu'elle vous demande. Et certaines personnes n'ont pas été formées, comme vous le faites maintenant, n'ont pas eu le webinaire sur le social engineering. Eh bien, certaines personnes vont être trop crédules et vont se faire arnaquer. Si à un moment donné, on se rend compte que la faille vient de votre entreprise, de vous, ça peut être très problématique, aussi bien par rapport au GPD que tout simplement par rapport à la confiance de vos clients, de vos citoyens. Tout travaille à plusieurs échelons. Et on va voir que il y a eu plein d'exemples dans l'actualité. Je les montre ici, à Liège, dans les hôpitaux, etc. Enfin, ça n'arrive pas qu'aux autres et beaucoup d'administrations. Les hôpitaux sont souvent une cible qui est très. C'est les pharma, c'est ce qui est plus coûteux parce que c'est revendu à des assurances, c'est revendu à, principalement des assurances. Imaginons, si on sait l'ensemble de vos analyses médicales, vous allez pour une assurance vie. Pas un problème de cholestérol, vos gamma GT sont un peu hauts, votre IMC est un peu haut. Problème cardiaque. Bon, désolé, pas d'assurance vie. Assurance voiture. On se rend compte que vous avez tel et tel type de problème. Attention, moins d'attention, plus de probabilité d'assurance voiture. Hop, on fait x2. On se fait fliquer vraiment, comme tu le vois, les exemples que tu as mis, que ce soit la Barbie connectée qui espionne les enfants, les babyphones hackés, voilà. Et on voit que même notre ministère belge de la Défense a lui aussi été piégé, donc personne n'est à l'abri. Et on le dira tout à l'heure que la sécurité à 100% n'existe pas. Mais donc, vous, au sein d'une administration, qu'elle soit communale ou provinciale, vous êtes bien évidemment aussi une cible de choix. Tout à fait. Car la donnée rapporte de l'argent et c'est ce que cherchent les criminels généralement. Effectivement, ils sont loin, comme je l'avais expliqué dans le précédent webinaire, ils sont loin, il y a plein de méthodes assez faciles quand on est bon. Donc eux, ça les amuse en plus. Donc ils chopent toutes les données, ils les mettent sur le dark web, ils proposent un prix, elles sont vendues, elles sont pas vendues, c'est pas grave, elles se vendront peut-être à un autre moment. Il y a bien un moment donné des gens qui auront besoin de ce type de données. Donc c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais à un moment donné, si vous faites avoir, imaginez que vous perdez toutes les données de X années de travail pour une administration, pour une ville, pour une commune. C'est difficile. Quand on voit ici les hôpitaux, ça fait plusieurs années, ils n'ont pas encore tout récupéré. Et quand on parle de suivi pour des cas lourds et ainsi de suite, si votre médecin a perdu votre dossier, ça fait pas sérieux. Donc voilà tout l'intérêt de sécuriser et de bien suivre les processus que les IT, même si parfois c'est embêtant, ils les ont mis en place. Ils sont là pour vous aider. Et ils l'ont fait pour une bonne raison. Tu voulais parler, alors on vous a mis le lien en dessous, vous aurez la possibilité de récupérer les slides comme à chaque fois.
en fin de webinaire. Cette vidéo-là, donc elle fait 7 minutes, on ne va pas la regarder, d'autant plus qu'elle est en anglais, mais nous avons Laurent qui va jouer le traducteur et qui va vous expliquer pourquoi finalement il tient beaucoup à cette petite vidéo. Alors ici, c'est une vidéo d'IBM et ils ont une très chouette petite chaîne YouTube où ils donnent des petits trucs, un peu comme je le fais ici, pour apprendre à mieux se protéger. Et ici, c'est vraiment la technique qu'eux utilisent pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incident de sécurité, qu'il n'y ait pas de faille dans la sécurité des données. Et du coup, ils vont travailler en plusieurs étapes. En premier, on va travailler dans ce qu'on appelle, on va falloir trouver, donc la partie Discover. Où sont vos données? Pourquoi? Parce que tout le monde ne classe pas toujours correctement ses données. Parfois, il y a plein de données partout, des calepins, des trucs, des fichiers, dans le cloud, dans les bazars, et on ne sait pas où sont toutes les données. Donc déjà, de base, il faut centraliser et qu'il y ait une hiérarchie dans les données qui soit bien Effectivement, établie. il faut qu'on sache où elles sont déjà, avant de les hiérarchiser. Parce qu'il y a plein de trucs partout. Et si vous ne savez pas où elles sont, ben vous ne savez pas les sécuriser. Donc, en premier, on les protège. En deux, dès qu'on les a trouvés, ok, lesquels sont sensibles, lesquels ne sont pas sensibles. Les sensibles, on les protège, on les met sous mot de passe, on les crypte. Il y a plein de petits programmes assez simples et je vous en montrerai. Je vous montrerai d'ailleurs tantôt une technique via Office qui est assez simple. On les crypte, on les protège et surtout, si elles sont sensibles, on fait une sauvegarde qu'on met ailleurs. Ensuite, on regarde et on fait une compilation de tout ce qu'on a fait. Et on fait des rapports. Toutes mes informations sont là-bas, toutes mes informations sont protégées, j'ai mon petit listing, c'est là. Après, je vais essayer de détecter toutes les menaces. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des failles? Hop, je détecte tout ce qu'il y a. Une fois que j'ai tout détecté, je vais répondre. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les cas? Comment est-ce qu'on a réagi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment j'ai résolu ce problème? Et une fois que j'ai résolu ce problème, eh ben, je sais où est la donnée, j'ai su comment je l'ai protégée, j'ai su qu'il y avait eu un problème, et j'ai su comment y répondre. Eh bien, ce que je vais faire, les fameuses règles qui peuvent nous embêter autant, mais on va les modifier pour que ça n'arrive plus. On arrive à la gouvernance. Je fais attention à mes données, il y a eu tel problème, du coup, je modifie un peu mes approches et mes techniques pour que ça n'arrive plus jamais. C'est tout simplement un cercle. J'ai un problème. C'est ce que j'allais dire, c'est un cycle. C'est un cycle. Des problèmes, il y en aura toujours. Il y en a toujours. Et ça tourne en continu. Ma donnée, ma protection, il y a une couille. Je règle cette couille. Je change pour qu'il n'y ait plus de couille. En termes plus simples. Voilà. Mais donc, voilà un peu le petit cercle à retenir. Parce que, justement, on revient au fameux triangle de la sécurité qu'on a vu tantôt. Ouais. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ces attaques peuvent réussir? Rappelez-vous, il y a la procédure, l'organisation, le management qu'on outrepasse, la protection physique, l'accès des bâtiments, ou alors la protection informatique. Vous n'avez pas fait il y a trois choses et ça marche toujours. Vous n'avez pas mis à jour votre antivirus. Enfin voilà, il y a plein de raisons, mais qui se compilent finalement dans ce petit triangle. Vous n'avez que 3 choses à retenir pour travailler meilleur secure. Et alors, on vous a complété d'ailleurs ce slide avec plein de petites, qu'on a vu d'ailleurs lors des précédents webinaires. Les mots de passe faibles, bien évidemment, les services réseau non sécurisés, enfin voilà, plein de petites choses, vous le voyez ici, qui font que transfert et stockage de données non sécurisées, on en parlera tout à l'heure, mais qui font que cela peut planter. Et donc, l'idée, c'est que on ne plante pas. Ouais, je rappelle aussi le lien avec la vie privée, parce que souvent, quand on est pro, on fait moins attention à la sphère privée. Mais si votre vie privée, il y a trop d'informations qu'on peut collecter, eh bien, professionnellement, c'est de se faire passer pour vous. Et là, ça représente aussi une faille. Rappelez-vous l'ingénierie sociale. C'est grâce à ça qu'il rentre dans la sphère professionnelle. Et d'ailleurs, on a encore un petit schéma. Tu aimes bien les schémas, Laurent. C'est de se dire que finalement, tout ça est articulé, que ce soit même au service même de l'informatique, au sein même, de l'informatique, c'est qu'il y a différents échelons qui s'entremêlent. Oui. Regardez autour de vous. Vous êtes où? Il y a de grandes chances que vous soyez dans votre bureau. Ça, c'est l'infrastructure. Dans ce bureau, il y a quoi? Il y a plusieurs accès. Il y a l'accès physique. Il y a l'accès par le réseau Internet entreprise qui est connecté aussi à Internet. Si votre bureau n'est pas sécurisé, n'importe qui peut rentrer. Si votre réseau n'est pas sécurisé, n'importe qui peut rentrer dedans. Si Internet n'est pas sécurisé, n'importe qui peut rentrer dans votre réseau. Et dans votre réseau et dans Internet, il y a quoi? Ça permet d'accéder à quoi?
vos ordinateurs. Si l'ordinateur n'est pas sécurisé, ça permet de rentrer dedans. Et dans l'ordinateur, il y a quoi? Et vos applications et vos informations. Autrement dit, ça reste quelque chose de logique. Vos informations, pour qu'elles soient sécurisées, il faut que les applications dans lesquelles elles sont soit sécurisées. Il faut que Internet et votre réseau soient sécurisés. On ne se connecte pas avec le réseau du voisin, on met son firewall, on met son VPN, et ainsi de suite. Et finalement, il faut que les bureaux, on fasse attention à qui fait quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, pour vous faire un peu comprendre ce petit schéma, on vous demande de relier sur WooClap le type de sécurité à ce qu'il représente. Donc, on a listé toutes les possibilités qu'il y avait, sécurité d'information, application, Internet, réseau et infrastructure. Et alors, dans les exemples, nous avons un carnet d'adresses papier, le VPN, l'arrivée d'électricité, le Wi-Fi et le câble Ethernet et Office 365. Donc, faites-vous un peu ce petit test, ce petit jeu, ça ne prend que quelques instants. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On n'a pas encore reçu de questions, donc vous êtes soit très attentif et on est parfaitement compréhensible, soit vous dormez, ça peut arriver. Non, je suis sûr que vous êtes très bon. Mais n'hésitez pas, en tout cas, le but c'est vraiment de répondre à vos questions et que vous puissiez aussi participer. Alors, voilà, je vois qu'il y a une personne qui a répondu. Je vais attendre qu'il y en ait un peu plus quand même, parce que le but, c'est de ne pas montrer trop de réponses qui pourraient orienter vos choix de réponses. Et tout simplement, donc pour ce WooClap, vous n'avez qu'à cliquer sur l'un et puis sur l'autre, vous reliez finalement. C'est assez instinctif. Avec le smartphone, en tout cas, et même via l'application, l'onglet WooClap, le navigateur, c'est assez facile également. Donc voilà, j'attends que les réponses arrivent. C'est un peu plus compliqué, on a un peu moins de réponses, mais il faut le temps que vous vous mettiez en place. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez bien évidemment les slides de ce webinaire. On va vous expliquer à la fin comment les obtenir. Et alors, le CRF, une fois que tous les cycles de webinaires, parce qu'il y en a plusieurs, il y a eu plusieurs dates, parce que voilà, toute la Wallonie, finalement, des administrations se forment à la cybersécurité. Une fois que tous ces cycles seront passés, les replays seront mis à disposition. Mais déjà, avec les slides, vous avez largement la possibilité de bien vous conformer, vous mettre en ordre et appliquer finalement les bonnes procédures. Et d'ailleurs, le prochain webinaire, le dernier, qui clôture ce petit cycle, sera lui consacré à tout ce qui est finalement mise à jour des appareils, que ce soit vos appareils, téléphones, ordinateurs, mais aussi ce qui est votre réseau. On fait de plus en plus de télétravail. Donc voilà, comment bien sécuriser son réseau, à quoi faire attention. Tout ça, ce sera le 3 juin, la prochaine session, donc dans 18 jours, et vous aurez le lien, vous serez redirigé dessus à la fin du webinaire. Alors, je vais aller voir un peu du côté des réponses les plus fréquentes. Alors, pour la majeure partie d'entre vous, évidemment, sécurité des informations égale carnet d'adresse papier. Bah oui, c'est dans le carnet d'adresse, qu'est-ce qu'on retrouvera? Des infos, ça, on valide. Et souvent des mots de passe. Et des mots de passe parfois aussi, c'est ça le problème. D'où le webinaire sur la gestion des mots de passe. Ça dépend où il est sécurisé, s'il est dans une armoire, cadenassé. Sécurité des applications, bah oui, Office 365 ou 365, je ne sais pas comment on doit le dire, mais c'est une application et qui est bien sécurisée d'ailleurs. J'imagine que, comme tu l'as dit, Laurent, beaucoup de nos participants utilisent Office 365 dans le cadre de leur travail. Elle est assez bien sécurisée, mais j'en montre encore un exemple à Adrien tout à l'heure. J'ai reçu un mail sur ma boîte pro Office 365 d'une personne qui était victime de phishing, qui s'était fait voler son compte et qui du coup essayait qui avait envoyé un mail à toutes les boîtes de la province pour réinitialiser les comptes. C'est ça. Et ce que je te disais aussi, dans ce cas-là, ce qui est traître, c'est que c'est le bon, la bonne adresse. Ouais, c'est la bonne adresse. C'est vraiment, si c'est la personne qui l'envoie. C'est pas la personne. Du webinaire sur le phishing, l'adresse mail est souvent quelque chose à laquelle il faut faire attention. Ben là, l'adresse était la bonne.
La sécurité de l'infrastructure, ben oui, c'est l'arrivée d'électricité, c'est quelque chose de physique, hein, l'infrastructure. Voilà celui qui est le plus, on va dire, compliqué dans ce petit, ce petit quiz, parce que Internet, réseau, c'est un peu compliqué à comprendre. Le réseau, on va dire, ben, on va rester sur cet accès un peu physique. Donc, c'est plus le Wi-Fi et le câble Ethernet. Ouais. Tandis que l'Internet, hein, c'est l'endroit où on vogue, etc. Là, il vaut mieux, c'est un endroit qui est plus virtuel. Et donc, ben, on a par exemple le VPN qui, lui, est aussi un outil virtuel qui nous permettra de nous en sortir. Ouais, non, tout à fait. Ouais, mais il y a plusieurs cas en fait. Non, mais c'est simple. Hein. Mais retenez tout simplement que Internet, quand vous baladez sur Internet, faites gaffe où vous allez. Parce que si vous allez sur des sites pas très corrects, vous risquez de vous faire avoir. Même certains sites qui semblent corrects, qui ne le sont pas du tout. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir, Firewall et Wind Defender que vous avez. Ça, c'est les deux obligatoires. Et si en plus, vous savez vous connecter à un VPN, c'est mieux parce que ça anonymise la connexion. Et par rapport au réseau, il y a le réseau quand vous l'utilisez dans votre boîte, mais aussi le réseau Wi-Fi, où on peut se connecter. Attention, si vous connectez sur d'autres réseaux Wi-Fi que celui de votre boîte, mais tout est lisible, tout ce qui passe par ce réseau Wi-Fi est lisible, d'où utiliser un VPN, comme ça anonymise. Et si vous connectez de chez vous vers votre boîte, pour du travail à distance par exemple, là, il est toujours recommandé, vous allez utiliser Internet pour vous connecter au réseau. Donc, votre connexion peut être chopée à un moment. On branche son VPN qui va permettre de nous connecter en toute sécurité au réseau. Parce que là, du coup, il y a vos identifiants de connexion qui se connectent au réseau. Et là, vous êtes sûr de ne pas nuire au réseau de l'entreprise. C'est ça. Je vais mettre peut-être justement à l'écran, on avait une petite slide pour les bons réflexes du VPN. Sachez aussi que si l'IT vous demande d'utiliser un VPN, utilisez-le, parce que c'est vrai que parfois, moi, je suis confronté à des gens qui me disent « Ouais, mais le VPN, ça ralentit mon ordinateur, ma connexion, j'aime pas ça, je ne le fais pas. » Voilà, comme on l'a dit, ils sont pas là pour vous ennuyer, mais plus pour vous aider. Alors, ça dépend de la politique interne aux boîtes, mais sachez que si il est obligatoire d'utiliser un VPN pour se connecter, je ne sais pas si c'est le cas dans vos administrations ou vos boîtes, mais si il est recommandé de le faire, même obligatoire, s'il y a un problème et qu'on se rend compte que ça n'a pas d'effet, c'est une faute grave. Et là, ça peut vraiment être très, très, très gênant. Ouais, c'est ça, d'où l'idée de respecter les procédures. On est un peu donneur de leçons, hein, j'aime pas ça. Non, je veux simplement qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'est pour eux. Par contre, effectivement, si ça rend notre site trop et que ça empêche de travailler, à ce moment-là, mail, direction, qui vous offre une super connexion ou un autre moyen ou qui vous certifie. Oh, par écrit, tu n'es pas obligé d'utiliser le VPN pour te connecter, sinon tu ne sais pas bosser. Mais protégez-vous, tout simplement. Tu avais mis d'ailleurs dans tes slides des petits exemples finalement que l'erreur est humaine, elle passe à la télé. Parfois, c'est vrai que les accès du Wi-Fi du Super Bowl, en plein Super Bowl, tout le monde s'est connecté, il y a eu un méga crash. Derrière, TV5 monte les codes d'accès aussi au Wi-Fi. Plein de gens sont connectés, ils se sont fait pirater. Assez amusant. Pour vous, mesdames, qui sont fans de notre très cher Harry. Ah, c'est William, là. Ah, c'est William, merde. C'est William, pardon. Ouais. C'est William. Il a encore des cheveux, là, c'est pour ça. C'est pour ça. Notre très cher William, eh bien, dans sa base militaire, juste au-dessus, il est marqué les codes d'accès du Wi-Fi. Alors, il faut savoir que dans une base militaire, il y a une grande barrière tout autour, donc il fallait encore arriver à choper le signal. Mais bon, ça fait quand même pas super pro pour l'armée. Hein. Alors, on parlait tout à l'heure du télétravail, justement. Tu voulais aussi, dans le cadre de la vie qui a été un peu modifiée par le Covid, on a eu de plus en plus de télétravail qui est arrivé. Il y a cet équilibre, justement, l'image que tu as mis entre vie professionnelle et vie personnelle. Et parfois, quand on mélange un peu, on est dans un environnement qui est plus privé, hein, on est chez soi, on est tranquille. On a peut-être un comportement plus relax et parfois, ça peut se faire au détriment notamment des données sensibles dont on parle aujourd'hui. En fait, c'est issu de la PNL. Donc, c'est la psychologie. C'est une branche de la psychologie. Nos comportements, donc ce qu'on fait, c'est lié à notre environnement.
Dès l'instant où vous allez être au bureau, vous allez vous comporter d'une certaine manière. Dès l'instant où vous allez être dans votre salle de sport ou parmi vos amis, vous allez vous comporter d'une certaine manière. Dès l'instant où vous allez être chez vous, tranquillement, vous allez vous comporter d'une certaine manière. Et on a tous travaillé en télétravail, et Dieu sait qu'on est bien plus cool. On est tranquille, en training, dans le canapé, les pieds sur la table, avec l'ordinateur, en train de faire autre chose en même temps. Ne le faites pas, c'est pas autorisé. Mais oui, on sait tout ce que vous l'avez fait. Enfin, moi, du moins, je l'ai fait. Du coup, notre attention n'est pas là. Et on fait moins attention. Ce qui veut dire qu'on pourra aller voir ces sites de vacances, on pourra aller voir d'autres catégories de sites, on pourrait aller plus sur les réseaux sociaux, on pourrait s'occuper de différentes choses, mais qui pourraient du coup nuire en fait. On pourrait cliquer sur quelque chose de malveillant. Et dès l'instant où on est en télétravail, on est censé être réellement au travail. Ça veut dire que les règles en vigueur au travail s'appliquent. D'où ça représente, et il y a eu énormément de failles de sécurité à cause de ça, c'est qu'on fait moins attention, on est tranquille chez nous, du coup, comme dirait notre très cher agent de police, bardaf, c'est l'embardé, et à un moment donné, il y a des risques, justement, qu'il y ait des problèmes. Et tu as justement des conseils, justement, des recommandations plutôt à adopter pour le télétravail. C'est tout bête, hein, mais vérifiez bien séparer le professionnel du privé. On avait dans un précédent webinaire non, c'était en formation que je donnais dans une entreprise. Un gars qui nous expliquait, moi c'est facile, hein, j'ai la technique de la chaise. Pardon? Ben oui. Quand je travaille, 8h, 10h, en pause, je suis sur mon ordinateur. Puis après, j'ai une chaise qui tourne, et derrière, j'ai mon PC perso. Hop! Technique de la chaise. Il se retournait. J'ai failli faire un tour complet. Il se retournait et il était sur son PC perso. Et là, du coup, il y avait une séparation des deux choses. Et là, c'était très bien. Il n'y avait aucun risque que son activité personnelle vienne compromettre son activité personnelle, vienne compromettre son activité professionnelle. Du coup, oui. On va suivre les consignes, voilà. Comme rester dans l'optique professionnelle, tu l'as dit. Exactement. Les mises à jour, super important, et on en parlera en long, en large dans le prochain webinaire, tout comme les anti-malware qui doivent être professionnels et mis à jour, surtout si vous en avez un qui est mis en place par l'IT. Les mots de passe, les phrases passe, le multifacteur, vous les avez vus lors du webinaire, le tout premier consacré à la gestion des mots de passe. Votre connexion Wi-Fi, c'est toujours mieux. Toujours. Jamais celle du voisin ou un public. Et ça, on fait écho au précédent webinaire sur le phishing, le smishing. Maintenant, vous savez ce que c'est. Le sniffing. Le spoofing. Enfin voilà, vous aviez vu qu'il y avait plein de mots différents. Voilà, conservez votre ordinateur hors de portée des enfants et voilà, prenez toujours conseil auprès du service IT si vous n'avez pas de solution sécurisée. Et d'ailleurs, en parlant de solutions sécurisées, tu le disais tout à l'heure que privilégiez les outils que votre administration vous offre, à savoir dans la grande majorité des cas Office 365, que ce soit pour la messagerie, le partage de documents. Si un problème via Office 365, vous avez utilisé ce qu'il fallait. C'est pas de votre faute. Par contre, on fait écho à l'utilisation professionnelle et personnelle. En personnel, on a tous l'habitude de travailler en général avec Google, avec une Dropbox, avec un WeTransfer, travailler sur LinkedIn, Messenger, WhatsApp et ainsi de suite. Mais ça, ce sont des organismes privés. Et des organismes privés n'ont pas à être mis au courant de données étatiques, des communes, des villes et ainsi de suite. Surtout si à un moment donné ça fuite, parce que bien évidemment toutes ces entreprises disent qu'elles ne gardent rien, mais pour qu'une donnée circule dans un réseau, il faut qu'elle existe. Et clairement, quand on voit la somme de données qu'elles traitent, ils gardent tout, ils analysent tout, parce que ça leur permet d'enrichir leur business model, ça leur permet d'avoir plein d'informations et ça leur permet de grandir. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as teasé d'un moyen, par exemple, très simple de protéger un document sur la suite 365. Ici, par exemple, un PowerPoint, tu peux tout simplement le crypter d'une manière très simple.
Ça, c'est le moyen le plus simple qui fonctionne bien. Après, c'est pas la technique la plus avancée et qui résistera à des jours aux ordinateurs des Chinois et des Russes s'ils veulent vous pirater. Il y a d'autres moyens de crypter, mais là, c'est quelque chose d'assez simple. Et quand on doit envoyer un fichier, on peut très bien le crypter. Pour ça, quand on réalise un document sur Word ou dans la suite Office, il suffit tout simplement de cliquer sur Fichier, d'aller sur Informations, et là, vous allez voir qu'il y a un petit menu qui va apparaître avec un cadenas. Et vous descendez sur le deuxième, et il est marqué Chiffrer. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir cliquer sur Chiffrer, et ça va se coder, et il va y avoir une clé de déchiffrage, un peu comme un mot de passe. Bien évidemment, si vous envoyez ce document par mail, envoyez la clé de chiffrement d'un autre moyen que dans ce mail, par exemple. Ça peut être aussi un excellent moyen de garder tranquillement vos dossiers sur le PC. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous le chiffrez et vous avez accès, par exemple, à un coffre-fort sur Internet ou dans votre antivirus, par exemple. Moi, j'utilise Bitdefender, il fait ça extrêmement bien. Ou un KeePass, si vous connaissez, et vous pouvez stocker justement toutes ces clés pour être certain de les avoir. Pensez à toujours faire une copie de ces clés. Souvent, il y a des fois des personnes qui le perdent, mais là on parle vraiment de données qu'il faut vraiment sécuriser. On va avoir des clés spéciales qui vont rester sous coffre et ainsi de suite dans des endroits plus sécurisés pour les avoir. Après, pour votre travail journalier, c'est pas nécessaire un tel niveau de protection. Hein, parce que j'ai dit qu'il y a des données qu'il ne fallait pas sécuriser. Il y a des données qu'il faut sécuriser un peu. Et il y a des données qu'il faut sécuriser à mort. Je ne pense pas que vous ayez vraiment énormément de données qui doivent être ultra confidentielles, sécurisées et ainsi de suite. Faut pas non plus perdre trop de temps. Mais si vous avez des données un peu sensibles, ça peut être un très très bon moyen de s'assurer que personne ne puisse lire les fichiers que vous avez sur votre PC. Alors, rappelez-vous le cycle de traitement de la donnée qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on est dans les phases terminales. Hein. Finalement, on parle du transfert. Et puis, le dernier petit rond, c'était la suppression. Et c'est vrai que c'est quelque chose que le RGPD indique clairement. C'est que si on n'a plus besoin de ces données et qu'elles n'ont plus aucune utilité, il faut les détruire. Et parfois, ça peut être très radical comme destruction. Ah ben souvent, ça doit être très radical. Hein. Et faut savoir que malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo comme technique, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, quand vous avez votre smartphone, en fait, c'est presque aussi puissant que mon ordinateur. Donc, c'est un ordinateur déjà. Vos tablettes, quand vous avez tout ce qui est objets connectés et ainsi de suite, montres connectées, tout ça, il y a des données qui sont stockées dedans et dans le disque dur. Dès l'instant où vous allez vous séparer de quelque chose de professionnel, même de privé, attention, le simple fait de formater et d'effacer ne le fait pas réellement. Des personnes spécialisées peuvent absolument tout récupérer. Il y a d'ailleurs des services qui sont spécialisés et des personnes qui sont spécialisées. Ils rachètent des téléphones, ils récupèrent le contenu, ça permet de créer de faux profils. Ensuite, ils les formatent correctement et ils les revendent. Si vous travaillez un jour pour des grosses boîtes dans le domaine des finances, des technologies, de l'aérospatiale ou de la sécurité, eh bien, vous verrez que tout matériel va être changé, par exemple, tous les 6 mois. Vous devez les emmener au service technique et ils vous attendent avec un casque, avec une lunette de protection, des gants et une masse. Vous allez vous demander pourquoi. Mais tout simplement parce qu'ils vont le défoncer. Ils vont vraiment le défoncer tellement fort qu'il sera impossible de récupérer la moindre information dessus. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour tout effacer et être sûr qu'on ne récupère rien. De même, pour les papiers, si vous les jetez simplement à la poubelle, attention, des entreprises sont spécialisées dans la récupération. Les détectives privés font ça. Hein. S'ils ont quelque chose à mener, une enquête et ainsi de suite, il y a énormément d'informations qui passent dans les poubelles. Et même si c'est haché menu, il y en a qui peuvent même s'amuser avec des logiciels où ils prennent tout en photo, de tout reconstituer et de tout faire. Après, là, on est dans des domaines plus... on espère, on ne pense pas que vous seriez Là, j'ai un doute. Mais comme ça, vous savez ce qui peut se passer dans des milieux plus compétitifs et plus
concurrentiel. Donc voilà ce qui ferme un peu finalement le cycle du traitement de la donnée, des données sensibles, on le disait. Un autre endroit, et tu l'as cité tout à l'heure, Laurent, où les données sensibles peuvent circuler, et là en plus de notre plein gré, ce sont les réseaux sociaux. Oui, c'est là où il faut vraiment faire le plus attention. D'ailleurs, regardez, si vous n'avez pas vu la vidéo de Dave à Bruxelles sur On va la Grand Place. partager dans quelques instants. On va la partager. Ah, on va la mettre? Ouais, on Oui, va la on la mettre, met. on a le Ah ben temps. ça va, oui, ça va, je confondais avec une autre formation. Vous n'avez pas idée du nombre de choses qui passent sur les réseaux, que ce soit ce que vous publiez, mais aussi ce que les autres publient, ou ce que des organismes peuvent publier, ou des caméras de sécurité peuvent publier, ou des... Parce que, je pense, je ne me rappelle plus les chiffres, mais même si vous n'êtes sur aucun réseau social, vous y êtes quand même affiché, je ne sais plus combien de centaines de fois par an, parce qu'il y a des photos qui sont prises, parce qu'il y a des gens qui font des selfies, parce que vous êtes derrière, parce que vous avez des potes qui vont mettre des contenus. Et quand on est spécialisé en recherche Internet, eh bien, on sait retrouver absolument toutes ces traces, surtout maintenant avec tout ce qui est les dispositifs de reconnaissance faciale et ainsi de suite. Donc, on identifie les personnes et on retrouve une foule d'informations. Comme c'est bien connu, mais quand on part en vacances, on publie quand on est revenu. Parce que toutes les personnes qui sont vos amis vont le voir, certains vont peut-être liker, donc les amis des amis vont voir qu'ils ont liké, certains vont peut-être partager, dire « Ah oui, c'est génial, ils sont en vacances ». Et certaines personnes mal intentionnées peuvent savoir que vous êtes en vacances et venir vous cambrioler. On va vous diffuser une vidéo et qui date déjà d'il y a quelques années, Ouais. hein, mais vous allez voir à quel point c'était hallucinant. Elle fait toujours son petit effet, cette Ouais. vidéo. Et elle est de plus en plus vraie. Hein. Elle est de plus en Ouais. plus vraie, et d'autant plus que, comme je dis, elle a quelques années, donc les technologies ont aussi évolué, sont encore beaucoup plus à la pointe à ce niveau. Vidéo de Dave, le voyant, et vous allez voir quels sont les trucs finalement de ce voyant. On se retrouve juste après. Dag Fien. Het is Jeroen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Donc voilà, elle fait toujours son petit effet, je trouve, cette vidéo, et surtout, elle a déjà, comme je l'ai répété tout à l'heure, quelques années, mise en place par Febelfin, donc qui est le secteur bancaire.
toute votre vie finalement peut se retrouver Ouais. sur Internet. Donc faites attention à ce que vous postez, bien évidemment. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez l'impression qu'il y a des petites informations, mais qui n'ont aucune incidence prises séparément. Mais en fait, quand vous avez des professionnels qui arrivent à les regrouper, mais ces informations disent absolument tout sur vous. Et c'est alors qu'on peut vraiment les utiliser pour vous causer beaucoup de tort. Quand on regarde la vidéo, mais il y en a un, il a vendu sa maison 795 000 euros. Ah, mais ça veut dire qu'il a 795 000 euros de liquidité. On le chope, on peut lui prendre. Il y en a une qui est blessée. Ah, on va pas l'engager si c'est quelque chose un job physique. Il y en a une qui a une vie amoureuse plutôt olé olé. On va peut-être éviter la faute d'une équipe d'hommes, ça pourrait être un peu gênant. Il y a plein, la consommation d'alcool par mois, par semaine, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent être totalement gênantes. La dame d'une 60aine d'années, on la voit en photo, on sait exactement où elle habite. Eh ben, on peut la suivre et on peut commettre quelque chose. Donc, il y a énormément de choses on sait tout collecter. Et vous devez vous rappeler d'une chose, c'est que là, ce ne sont pas des hackers, hein, ce sont des personnes spécialisées en OSINT. Et l'OSINT, c'est quoi? C'est la recherche d'informations accessibles sur Internet. Donc, il n'y a pas de piratage, il n'y a rien. C'est tout ce qui est public et tout ce qui est libre. Des personnes mal intentionnées qui vont aller plus loin peuvent faire beaucoup plus de dégâts. Donc, faites attention. Donc voilà pour cette petite parenthèse réseaux sociaux. Tu as une question de Stéphanie qui te dit bonjour. Comment recommandez-vous comme mesure de protection lors d'envoi que recommandez-vous comme mesure de protection lors d'envoi de documents sensibles, zip avec mot de passe, OneDrive ou la sécurisation du fichier dont vous venez de parler, donc avec le petit script. Bien, bonjour Stéphanie. Tout, bien plus. Non, alors, dès l'instant où tu as vraiment quelque chose de sensible à envoyer, en premier, tu vas voir ton DPO, tu vas voir ton N+1, tu demandes à la personne responsable de la protection des données, en fait, tout simplement. Écoute, là, j'ai vraiment une donnée sensible. Que recommandes-tu pour l'envoi de ces données? Comme ça, tu auras l'aval d'une personne qui s'y connaît et ça collera aux règles de management d'où tu travailles. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, effectivement, tout ce que tu as cité est bon. Après, peut-être pas d'en faire de trop. Si tu prends le zip avec mot de passe, on est déjà très bien. Ça fait une protection. Mais si tu rajoutes la sécurisation de fichiers dont j'ai parlé, on est plus ou moins dans la même chose. Donc, tu peux choisir un des deux. Et bien évidemment, on passe par OneDrive qui sera la solution officielle. C'est ça. Voilà. Donc voilà pour la communication d'informations, hein, si on transfère un fichier. Un autre endroit où on communique des informations, souvent, hein, justement, entre collègues, c'est dans nos emails, justement. Et là aussi, il faut parfois faire attention à ce qu'on met dans nos emails. Yes, oui, faites super attention, parce que professionnellement parlant, il est bien de dire qu'on est en vacances. Personnellement, ça peut dire qu'on peut les cambrioler chez vous. Donc, faites attention. Dès l'instant, il y a des mutations des départs. Il faut toujours qu'une personne soit en charge justement du suivi de la collègue, de la hiérarchisation, parce que sinon, il y a une foule d'informations qui vont se perdre. Et pensez aussi que votre boîte professionnelle, c'est une boîte professionnelle. Alors souvent, il y a une tolérance de quelques pourcents. Si de temps en temps, vous recevez un courrier personnel dans votre pro, c'est pas gênant. Mais attention, si c'est une boîte pro, ça veut dire que la direction peut aller voir et peut la consulter. Donc, à ce moment-là, vous devez créer un répertoire privé. Là, il ne pourra pas y aller. Et faire aller tout ce qui est privé dans votre répertoire privé. Enfin, il ne pourra pas y aller. Il y aura accès, mais théoriquement, il ne peut pas y aller. Et si jamais un problème survient à cause d'un courrier perso dans votre boîte pro, vous allez vous faire taper sur les doigts. Donc, faites gaffe. Eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire avec ce dernier slide, justement, un peu, on va dire, compilatoire des bonnes pratiques, finalement, la conclusion de ce à quoi il faut être vigilant à beaucoup de choses. Mais oui, mais ça reste logique, ils ont tout compris, ils pourraient le dire, hein, j'en suis sûr. Hein. Faites gaffe aux mises à jour, vos documents, protégez-les, que ce soit par mot de passe, que ce soit dans vos armoires, que ce soit dans les bureaux. Si vous ouvrez un courrier, faites gaffe, est-ce qu'il vient bien de la bonne personne? Est-ce que c'est le ton? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que ça vient bien de lui? Je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure d'un des collègues de la province qui s'était fait pirater. Oui, ça venait bien de lui,
mais c'était un email qui visait à me pirater. Protégé avec des mots de passe forts, je dirais même des phrases passe, qui sont bien plus évidents, bien plus faciles à retenir et bien plus longues. Si jamais vous avez un problème de mot de passe, s'il y a eu une suspicion, si vous avez été sur Have I Been Pwned et que vous voyez que vous avez été corrompu, eh bien, changez-les. Quand vous quittez votre bureau, éteignez votre machine. Si vous êtes dans les lieux publics, évitez de vous connecter à des mots de passe, à des Wi-Fi publics, et évitez de taper vos mots de passe d'accès aux vues d'absolument tout le monde. Avec les téléphones comme ça maintenant, on a des zooms d'une telle qualité qu'on s'en sert pour voir absolument ce qu'on veut. Il y a d'ailleurs des arnaques pour les bons contacts comme ça, quand les premiers GSM de cette catégorie sont sortis. Ils étaient à 30-40 mètres, zoom à fond, et ils voyaient les personnes taper le code. Une personne après chopait le portefeuille et ils vidaient les comptes. Donc, faites attention. Et dès l'instant où vous aurez respecté toutes ces mesures préventives, qui en fait découlent totalement de la logique, eh bien là, vous serez proche du risque zéro et vous pourrez travailler à votre aise. Proche, on le rappelle, vous ne le toucherez jamais, ça n'existe pas à 100%. Mais voilà, pour tous les petits conseils qu'on a pu vous distiller aujourd'hui, Stéphanie, justement, la personne à qui tu as répondu à la question, disait que justement, plusieurs DPO se posaient la question de la meilleure protection à mettre en place et à diffuser à l'ensemble des collègues. Merci pour ta réponse. Voilà, n'hésitez pas à vous réunir aussi entre vous et essayer de discuter finalement, de voir aussi d'inclure l'IT là-dedans, hein, bien évidemment, pour voir quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place et du coup, sans devoir pénaliser tout le monde dans le processus. Peut-être à ce moment-là, repensez au petit cycle, regardez la petite vidéo que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'en fonction vraiment de la protection, définissez un seuil de protection de la donnée et vous verrez que des données, il y a certaines données qui passeront simplement, d'autres données où on mettra par mot de passe, d'autres données qu'on cryptera un peu plus fort et ainsi de suite. À chaque niveau de sécurisation, 1, 2 ou 3, eh bien, coïncidera un niveau de protection. Et ça, vous devez vous arranger entre DPO, vous devez vous arranger entre vous pour créer votre politique interne qui évoluera en fonction des problèmes. Et dès l'instant où vous faites ça, le RGPD, il est super content parce que c'est ce qu'il demande. Et là, vous rentrez vraiment dans une stratégie évolutive et agile qui va permettre de tendre vers un risque zéro. Et là, vous serez au top. Mais voilà, ce webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vous a remis un dernier WooClap, un dernier petit QR code. C'est l'enquête de satisfaction qui est mise en place par le CRF. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à nous les donner. Ça permettra aussi à l'avenir d'organiser peut-être d'autres webinaires aussi pour je reviens quand vous voulez. CRF pour que ce soit cybersécurité ou plein d'autres sujets. Pour les slides, je vous ai mis la marche à suivre dans le chat, donc rendez-vous dans l'onglet Apps. Ce sont les 3 petits points qui se trouvent à côté de chat et de questions. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur partage de fichier, hein, c'est une petite flèche descendante d'un nuage, et puis là vous avez le fichier à télécharger. Il y a plein d'autres ressources dedans aussi, on n'a pas fait le tour de tout en 1h30, c'est assez compliqué, et certaines choses vont être redites lors du prochain webinaire aussi, redites, vous allez découvrir certaines choses lors du prochain webinaire qui lui aura lieu le 3 juin et qui sera consacré justement à tout ce qui est mise à jour, sécurité de vos appareils, que ce soit les ordinateurs, les téléphones et sécurité du réseau. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour y répondre, bien évidemment. N'oubliez pas le petit WooClap de fin, la petite enquête de satisfaction. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment. On est là pour ça et pour répondre à votre question. Je vois Aurélie qui nous remercie. Je ne sais pas si je vais attendre quelques minutes s'il y a encore des questions. Mais en tout cas, merci à toi, hein, Laurent. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci à toi. Ici pour l'ingénierie sociale et ici pour la gestion des données sensibles. On espère que vous y voyez plus clair dans un sujet qui est peut-être un peu plus théorique et qui est un peu moins chouette à mettre en place. On le reconnaît, hein, parfois ça peut être un peu lourd d'avoir une procédure administrative en plus à faire, mais voilà, c'est le jeu, c'est la loi et c'est pour gagner du temps et on doit s'y plier. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Voilà, Olivier, bonne journée à tous, nous dit Olivier. Merci pour votre partage, nous dit Corinne. Super, merci à vous, nous dit Géraldine. Bel après-midi. Merci pour la formation, nous dit Patrick. Merci à
à vous toutes et tous de nous avoir suivis et rendez-vous donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu le 3 juin pour le webinaire consacré à la sécurisation des réseaux et des appareils. Bel après-midi et à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.